Il est un scénario que même les meilleurs romanciers d'espionnage n'auraient su inventer. Une affaire rocambolesque qui mêle agent double et service secret. Un dossier dans lequel le travail des hommes de l'ombre a bouleversé le cours de l'histoire. Parmi eux, Raymond Nart, l'un des patrons des services secrets français. Le 9 novembre 1989, il est par hasard à Berlin-Est, avec d'autres agents du renseignement, lorsqu'ils entendent une clameur. La foule est dans la rue. Ce que j'ai vu le 3, le 4 et le 5e allemand de l'Est grimper sur le mur, c'était absolument incroyable. Raymond Nart le comprendra plus tard. Si le mur est tombé ce soir-là, il y est pour quelque chose. Pendant plus d'1 an, avec l'aide d'une taupe du KGB, un certain Vladimir Vetrov, Raymond Nart a contribué à l'effondrement du bloc de l'Est. Le KGB, c'était le cœur du système gouvernemental soviétique. Et on a frappé au cœur du KGB. Pendant environ 14 mois, la DST s'est promenée dans les couloirs du KGB, grâce à Vladimir Vetrov, bien entendu. Vetrov, mais c'est une pourriture. Tout simplement une pourriture. Un salaud fini, c'est tout. On peut dire que Vladimir Vetrov a eu un rôle historique. Il devrait avoir sa place au panthéon des héros de la guerre froide. L'affaire Farewell commence en 1980, au beau milieu de la guerre froide. Les deux grandes puissances mondiales, l'URSS et les États-Unis, s'affrontent. Ce n'est pas un conflit classique avec des chars et des fusils. C'est une guerre dont les soldats sont des espions, les armées des services secrets. KGB contre CIA. La CIA était toute petite par rapport au KGB. Le KGB était énorme. C'était David contre Goliath. Et ils étaient bien meilleurs que nous en infiltration. Alors que la CIA déploie moins de 20 000 agents à travers le monde, le KGB alignerait 700 000 espions. Une armée de l'ombre. Son siège, la Loubianka, est au cœur de Moscou. Mais le gros des troupes ne travaille pas ici. Les agents du KGB sont disséminés dans le monde entier. Ils ont ce que l'on appelle une couverture. Certains travaillent pour le ministère du Commerce extérieur soviétique. D'autres pour l'Aéroflotte, la compagnie d'aviation. D'autres enfin pour l'ambassade. Comme Oleg Kalougin. Il arrive à Washington dans les années 50. Je n'ai jamais dit que je travaillais pour le KGB. Je disais que je travaillais avec la radio soviétique ou avec l'ambassade. Par exemple, quand je travaillais à l'ambassade, j'étais le chef de la presse, c'était ma couverture. Disons ça comme ça. Les 2 tiers des soviétiques aux États-Unis étaient soit des officiers, soit des sources du KGB, ou des services secrets militaires. Les 2 tiers. Les soviétiques cherchent par tous les moyens à s'accaparer la technologie américaine. Car les États-Unis ont une avance considérable sur leur pays. C'est ce que va nous raconter cet ancien colonel du KGB, Igor Prelin. Le voici filmé dans les années 80. Igor Prelin fut longtemps le visage du KGB. Il était son porte-parole officiel. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il nous reçoit chez lui à Moscou, là où il a toujours vécu.
dans ce bâtiment où les anciens officiers du KGB avaient et ont toujours leurs appartements de fonction. L'ancien colonel accepte de nous parler de l'une des missions les moins connues du KGB. Le vol des secrets scientifiques et technologiques dans les pays de l'Ouest, à des fins civiles et militaires. Des délégations soviétiques allaient visiter des entreprises à l'Ouest. Des officiers du KGB se glissaient dans ces délégations. Leur mission, c'était d'entrer en relation avec des gens importants et d'arriver à les corrompre. En échange de 2 bouteilles de cognac, vous pouviez mettre la main sur une technologie qui valait des millions de dollars. Mais dans les années 80, cette immense entreprise de pillage technologique va brutalement s'arrêter. Un grain de sable enraye la machine. Un petit service de renseignement va mettre en échec le KGB. Il est français, c'est la DST, Direction de la surveillance du territoire. 1800 fonctionnaires. Au début des années 80, la France a 2 services secrets. Le SDEC, chargé de faire de l'espionnage à l'étranger, et la DST, qui traque les espions étrangers en France. On appelle cela le contre-espionnage. Le commissaire divisionnaire Raymond Nart est chargé de superviser cette activité. Un matin de novembre 1980, il dépouille son courrier. En ouvrant les enveloppes, il se rend compte qu'à 2 reprises, par 2 canaux différents, un agent du KGB connu du service, un certain Vladimir Vetrov, a tenté d'entrer en contact avec la DST. Et donc j'avais deux signaux, ce qui est extraordinaire, sur le même bureau, le même jour. Alors j'ai sauté au plafond. Et pour cause, l'agent ne travaille pas n'importe où. Dans l'un des lieux les plus secrets de Moscou, une annexe du KGB, Yasenevo, le siège de la mystérieuse direction T comme technologie. La direction des renseignements scientifiques et techniques, où Vetrov travaillait, c'est un service assez spécifique, très différent des autres divisions. Par exemple, du renseignement politique, du contre-espionnage extérieur. Sa mission, c'était de trouver des informations scientifiques et technologiques dans le domaine militaire ou dans le domaine civil. Tous les secrets scientifiques volés par les agents du KGB en poste dans les pays de l'Ouest sont rassemblés ici, à la direction T. Vladimir Vetrov se propose de les livrer aux Français. Et pour prouver qu'il dit vrai, il fait passer un premier lot de documents explosifs. Ils arrivent sur le bureau d'un collaborateur de Jacky Debin, l'adjoint de Raymond Nart. Il avait une chemise, et dans cette chemise, qu'il pose sur le bureau, avec, il y avait à peu près, des papiers, à peu près comme ça, une pile de papiers. Alors il me dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez, mais c'est incroyable. Alors en ouvrant la chemise, la première chose que l'on voit, c'est Kriatno, secret. Les secrets sont rédigés en cyrillique. Un officier de la DST va faire la traduction. Et je le revois toujours dans la nuit avec sa lampe, une lampe de chevet, avec le document épinglé sur la lampe de chevet, parce que comme ça, il était beaucoup plus lisible. Je travaillais la nuit pour que personne ne le voie, dans les services. On a toujours cette anecdote, c'est qu'il y avait quelques collègues qui s'attardaient le soir assez tard. On avait hâte de les voir partir, et on a le souvenir d'un sous-directeur qui, nous voyant tous les deux partir à la photocopieuse, passe à côté de nous sans nous regarder. Il fait 5 mètres et il dit « Je n'ai rien vu ». Le seul qui doit être au courant, c'est le directeur de la DST, Marcel Chalet. Donc Raymond, de façon un peu théâtrale, Très théâtral. Très théâtral. A pris le paquet de documents, l'a posé sur le bureau et lui a dit vous avez sur le bureau, monsieur le directeur,
des documents qui proviennent directement du KGB. Marcel Chalet, d'un seul coup, s'est repris et dit « Mais vous plaisantez, Raymond ?» Qui a répondu « Bien sûr, je ne me le permettrai pas. » Raymond Nart et Jackie Debain donnent à Marcel Chalet quelques informations sur la source, mais certaines restent confidentielles. Marcel Chalet ne connaissait pas le nom de Vetrov. Personne ne le connaissait. Même pas le patron de la DST. Le patron de la DST n'a pas voulu le connaître. Marcel Chalet préfère donner un nom de code à la taupe, un nom anglais, pour brouiller les pistes. Ce sera Farewell, qui veut dire adieu. Chalet veut conserver le plus grand secret sur l'opération, car les premières informations livrées sont ultra sensibles. Il y avait la liste des courses, c'est-à-dire la liste des objectifs que les officiers du KGB devaient s'efforcer de piller. Les principaux pays cibles du KGB sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, mais surtout les États-Unis. Les 3/4 des secrets volés par le KGB l'ont été sur le territoire américain. Peter Pry connaît l'ampleur du pillage. Il a travaillé 10 ans à la CIA. Ils ont réussi à voler des renseignements sur nos programmes de missiles. Chaque domaine, l'aviation de combat, les centrales nucléaires, les ordinateurs utilisés par l'armée. Grâce à nos plans, ils ont pu construire des sous-marins à propulsion nucléaire et des sous-marins de combat parce qu'ils s'étaient débrouillés pour voler les machines-outils. Ça leur a fait économiser des milliards et des milliards de dollars parce qu'ils n'avaient pas besoin d'inventer tout ça, il leur suffisait de le voler. À l'époque, les États-Unis ne se doutent de rien. La France doit les prévenir du pillage organisé par le KGB. L'affaire doit donc être gérée au plus haut niveau. Depuis le 10 mai 1981, le pays a un nouveau président, un socialiste. Marcel Chalet contacte Gaston Defferre, le nouveau ministre de l'Intérieur. Rendez-vous est pris avec le président Mitterrand au soir de la Garden Party à l'Élysée. Alors, dans l'antichambre, il y avait Bérégovoy, qui était secrétaire général de l'Élysée. Il y avait Gaston Defferre, Marcel Chalet. Et Chalet m'a raconté les boutades de Bérégovoy qui disait, tu vois, ce qui les a perdus, ce sont les ors de la République, tu vois, etc. Bon, après, naturellement, ça a été plus sérieux quand Mitterrand les a reçus. Mitterrand a feuilleté un dossier qui lui avait été préparé. Et Mitterrand a dit, bon, mais vous continuez. Vous n'en parlez à personne. Vous continuez, vous vous rendez compte à moi. Et puis, alors il faut en parler aux Américains. Pas de problème, je vois les Américains à Ottawa, donc j'en parlerai à Reagan, etc. Voilà. De l'autre côté de l'Atlantique, Ronald Reagan vient lui aussi de prendre ses fonctions. The President of the United States. Richard Allen est son conseiller à la sécurité. Il travaille depuis des années aux côtés de Ronald Reagan, pour qui il a une immense admiration. Oh wait, I do it. Yeah, perfect. Perfect. One shot. One shot. Richard Allen sait que le nouveau président américain est viscéralement anti-soviétique. Vous pouvez en être sûr. Je ne suis pas prêt d'oublier sa première conférence de presse en tant que président. Elle a eu lieu une semaine après son investiture. J'étais debout, à 10 mètres de lui, à côté du ministre des Affaires étrangères, Alexander Haig. Le président a répondu à une des premières questions. Monsieur le Président, que pensez-vous des intentions à long terme des Soviétiques? They have publicly declared they reserve unto themselves the right to commit any crime, to lie, to cheat, in order to attain that, and that is moral. Tout le monde a eu un hoquet. Haig a dit «
Oh mon Dieu! Et moi j'ai souri. Thank you. All right, thank you over it. Après la conférence de presse, je suis sorti derrière le président. Il s'est retourné et il m'a dit « Dick, oui, monsieur le président, les soviétiques, c'est vrai qu'ils trichent et volent autant qu'ils peuvent. Oui, c'est sûrement ce qu'ils font, monsieur le président. » Et il m'a dit « C'est bien ce que je pensais. » Il a tourné les talons et il a rejoint le bureau ovale. Autant dire que lorsque Mitterrand est élu, Ronald Reagan ne voit pas d'un bon œil ce président socialiste avec des ministres communistes au gouvernement. Mais quand Mitterrand arrive à Ottawa, il a de quoi détendre l'atmosphère. Dans sa mallette, il a une carte maîtresse, le dossier Farewell. Je ne peux pas vous dire quels ont été ces mots précisément, mais pour paraphraser Mitterrand, il a dit « J'ai quelque chose de très important à vous dire, monsieur le président. On a un atout à Moscou. Il nous envoie régulièrement des informations de première main. C'est quelqu'un de très haut placé qui nous aide. » Et qu'a répondu Reagan? Bon, il n'a pas totalement compris de quoi il s'agissait. Il n'a pas saisi toutes les implications. Mais moi, ce soir-là, quand je me suis couché, j'étais à la fois abasourdi et content. Je me suis dit, on vient de franchir un pas très important dans les relations franco-américaines. Richard Allen ne croit pas si bien dire. Dans les jours qui viennent, la CIA prend contact avec la DST. Ils vont travailler ensemble. À Washington comme à Paris, on ne le sait pas encore, mais leurs actions vont bouleverser l'équilibre du monde. Tout cela grâce à un seul homme. Mais comment Vladimir Vetrov, modeste agent du KGB, est-il devenu Farewell, la plus grande taupe de la guerre froide? Vladimir Hippolytovitch Vetrov est né en 1932 à Moscou, dans une famille modeste. Un père contremaître, une mère fille d'agriculteur. Athlète confirmé, champion du RSS, il est repéré par le club d'athlétisme du KGB. Il fait une formation d'ingénieur avant d'être admis à l'école des officiers de renseignement, puis d'être recruté comme espion au début des années 60. Son premier poste à l'étranger, la France. À Paris, la DST le repère assez vite. Voici sa fiche. Il y est noté la date d'entrée dans l'Hexagone. 20 août 1965. Mais aussi sa fonction officielle, sa couverture. Employé du commerce extérieur. Vladimir Hippolytovitch Vetrov est marié à Svetlana Vetrova. Ils ont un fils, Vladik. Nous les avons retrouvés dans leur datcha près de Moscou. Aujourd'hui, Svetlana a 82 ans et Vladik 56. Ils gardent les photos de leur vie en France comme des reliques. C'est toi? Eh oui, c'est moi. Il y avait du soleil et en même temps, il faisait très froid. C'était horrible. Un hiver parisien, quoi. Au milieu des souvenirs de vacances, une série de clichés plus professionnels. Ils ont été pris en 1966 lors de la visite de Vetrov dans une usine française, au milieu d'une délégation soviétique, dans laquelle figurent probablement d'autres agents du KGB. Tout le monde était habillé avec les mêmes costumes noirs. Ça veut dire que c'était une de nos délégations. Non, ne dis pas de bêtises. Les Français étaient habillés pareil. Il n'y a que 3 des nôtres. À Paris, les Vetrov habitent cet immeuble du 16e arrondissement dans les quartiers bourgeois. Boutique de luxe, restaurant chic, ils mènent grand train. Les Français appréciaient Vladimir. Ils aimaient bien discuter avec lui. C'est pour ça qu'ils nous invitaient souvent dans les restaurants.
Vetrov aime beaucoup la vie parisienne. Mais pour lui, tout bascule en 1970. Il doit quitter la France. Il est muté au Canada. Il n'y reste pas longtemps. Sa mission n'a pas été une réussite. Il picolait. Il a eu plusieurs accidents de voiture. Les services secrets canadiens ont essayé de le recruter. Le KGB l'a appris et Vetrov a été rappelé à Moscou. Il a compris que c'était la fin de sa carrière d'espion. On l'a envoyé travailler dans une sous-division d'analyse. C'était en quelque sorte un placard. La sous-division d'analyse où le KGB a placardisé Vetrov, c'est la fameuse direction T, chargée de centraliser les renseignements scientifiques volés. Vetrov demande une promotion, elle est refusée. Il comprend qu'il ne pourra plus jamais avoir de poste à l'étranger. Jusqu'à la fin de sa vie, il est condamné à rester coincé entre ces murs. À cette époque-là, il était très mal. Il était conscient qu'il n'aurait jamais de promotion. Il était déçu et il est tombé en dépression. Est-ce que vous le voyez changer, Vladimir, à cette époque-là? Oui, bien sûr. C'était plus le même homme. Sergueï Kostin est journaliste. Il a écrit un ouvrage de référence sur l'affaire Farewell. Il voulait détruire le KGB. Pour lui, le KGB qu'il avait négligé était la somme de tout ce qu'il y avait de mauvais dans le régime brejnevien. Surtout, il avait rédigé un rapport sur tout ce qui allait mal dans son service. Et ce rapport était complètement négligé. Et il s'est dit que, bon, vous pensez que je suis un pauvre mec qui n'a aucun avenir devant lui, eh bien, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je serai une figure dans le monde du renseignement dont on se souviendra pendant longtemps. Pour les Français, le plus dur reste à faire. Trouver un moyen de récupérer les documents de Vetrov en plein Moscou sans se faire repérer par le KGB. La DST n'est pas censée opérer à l'étranger. Elle n'a aucun agent en poste dans le pays. Nart ne connaît qu'un homme capable de remplir une mission aussi délicate que risquée. J'ai dit Patrick Ferrand. Qui c'est? Alors je lui ai dit, c'est l'attaché militaire adjoint qui est à Moscou, il est là-bas, il est sur place. Moi je le connais personnellement, c'est un petit peu bien, et voilà. Patrick Ferrand, la clé de l'affaire Farewell, un homme de l'ombre. Il a toujours refusé de témoigner jusqu'à aujourd'hui. Même 37 ans après, il préfère ne pas montrer son visage. En 1980, au début de l'affaire, Patrick Ferrand est en poste à Moscou, à l'ambassade de France. Il a un passeport diplomatique qui lui procure l'immunité. En cas de problème, il ne peut pas être arrêté. Un jour, il est convoqué par le chef d'état-major des armées. Il me dit, on va vous demander une mission. Il faudra prendre contact avec un gars du KGB. Vous n'avez pas eu peur? Peur de quoi? De vous faire prendre? Non, pourquoi? Qu'est-ce que vous risquiez? C'était la prison, le goulag, la peine de mort? Non, parce qu'avec mon passeport diplomatique, c'est limité. C'était l'autobus. L'autobus? Qui m'écrasait. Vous auriez pu vous faire écraser par un autobus? Je pense, oui. On lui avait dit d'être naturel, mais c'est tout. On l'a pris à part pendant quelques jours, puis on lui a expliqué ce qu'on voulait, etc., ce qu'il fallait. Mais on lui a surtout demandé de cultiver Vladimir Vetrov à l'amitié, ce qu'il a fait. C'était un Russe, un bon Russe. Chaleureux, positif, rigolant, aimable. Oui, c'est comme ça que moi je l'ai vu.
Les premiers rendez-vous ont lieu en plein Moscou, dans un parc, près de ce bâtiment circulaire, le musée Borodino, où travaille Svetlana, la femme de Vetrov. Quand il revenait du boulot, il venait attendre sa femme, qui terminait plus tard. Donc, lui attendait sur un banc que sa femme sorte. Et moi, je le kidnappais pendant une demi-heure pour faire nos petites affaires. Mais il fallait naturel, naturel. Et pour être naturel, il fallait être amateur. Il fallait refuser tous les réflexes qu'un officier d'enseignement aurait pu apprendre en stage. Si vous vous mettez dans des techniques sophistiquées, compliquées, vous êtes sûr que vous allez vous faire prendre. Surtout dans le régime soviétique, avec un KGB omniprésent, etc. Donc, et surtout à Moscou. Comme il fallait être naturel, à cause de toutes les babas qui étaient censées nous regarder, les babouchkas... Elle travaillait pour le KGB? Non. Le Russe observe, tiens, regarde, qu'est-ce qu'il fait ce type? Tiens, pourquoi il a des belles chaussures? Tiens, ça doit être un occidental. Et tiens, ce Russe, c'est un salaud, il va avoir un contact avec un occidental qui va lui donner des bas nylons pour sa femme, et moi, j'ai que dalle. Et pour lui, c'était ça la source principale d'ennui possible. Pour limiter les ennuis, la plupart des rendez-vous ont lieu dans la voiture de Vladimir Vetrov. Une Lada comme celle-ci. C'est Vetrov qui était le maître de tout ce qui concernait le côté opérationnel. Vetrov préférait les contacts physiques pour deux choses. D'abord, il était sûr de pouvoir contrôler la situation, de faire des parcours de sécurité. Mais d'autre part, il avait besoin de quelqu'un à qui il pouvait parler de ce qu'il faisait. Lui, son seul bonheur, c'était de me rencontrer, de parler français, de rigoler. Parce qu'on rigolait, hein. On rigolait dans la Lada. Ouais. Il parlait des dernières blagues qui couraient sur les vieux du Politburo. C'est des histoires, oui, c'est toujours des histoires marrantes, qui en disent plus qu'un long discours. Hein. Il adorait parler de littérature française, de Balzac. Il adorait, que j'avais pas lu. J'étais l'air con, je lui ai dit d'ailleurs. Finalement, les grands secrets de la guerre froide n'ont pas coûté cher à la France. Vetrov a agi par vengeance, pas pour l'argent. Vous l'avez payé, Vetrov? Peu. Des bricoles, vraiment des bricoles. Hein. En billets usagés pour qu'on ne s'étonne pas qu'ils sortent des billets de 100 roubles neufs à chaque fois qu'ils prenaient un café. Mais bon, ça, il n'a jamais demandé, il n'a jamais eu une exigence, il n'a jamais dit il me faut tant. À chaque contact, je lui ai offert à boire. Il y avait un pont aérien de gin, de scotch, c'était dans le plan, si vous voulez. C'était pour faire venir les gens à qui il devait poser des questions. Donc il devait faire semblant de boire, d'être saoul, mais il devait rester vigilant pour pouvoir poser les bonnes questions et recueillir les réponses. Je n'en dirai pas plus, parce que tous les pauvres vieux à qui on a rincé la dalle, maintenant ils doivent être quand même un peu embêtés. L'opération est extrêmement risquée, car Vetrov sort des originaux du KGB. Patrick Ferrand doit les photocopier à l'ambassade pour les rendre le lendemain matin. Seulement le rythme s'accélère. Vetrov fait passer de plus en plus de dossiers. Des centaines. 3000 pages en moins d'un an, transmises via la valise diplomatique. Patrick Ferrand n'arrive plus à suivre. La DST cherche un moyen plus rapide. La CIA a la solution. Ce qui nous a été très utile, c'est l'appareil photographique qu'ils nous ont donné. C'était un appareil avec un objectif fixe qu'ils utilisaient sur les satellites. J'ai trouvé un appareil photographique Minox. Est-ce qu'il ressemblait à celui-là? Il a utilisé Minox aussi, je crois, au début. Mais oui. C'est simple, l'appareil tenait dans la main. Il tenait dans le poing, voilà. L'original a été détruit.
Il ressemblait à ce petit appareil filmé au musée de la CIA à Washington. Il mesurait à peine quelques centimètres et enregistrait sur microfilm. Alors, pour photographier les documents, ce n'était pas compliqué. Un bureau, bien sûr, les documents sur le bureau, il se mettait comme ça, avec le coude. Le minuscule appareil était rudimentaire. Pour que les documents photographiés soient nets, il fallait respecter une distance focale précise. Trop près ou trop loin, c'était flou. Pour être sûr d'être à la bonne distance, on avait noué autour de l'appareil un fil avec une aiguille à coudre. Tout était pré-réglé pour prendre sur un bureau des documents. Alors bon, on fait tourner les pages et puis clac. Et alors quelqu'un arrivait par inadvertance, il prenait l'appareil dans la main, il ferme le poing et puis il faisait semblant. Alors il faisait semblant de se coudre un bouton. Un dispositif artisanal, mais qui fonctionne. La récupération des microfilms, elle aussi, se fait avec les moyens du bord. Pour tromper le KGB, Vetrov a une idée. Il demande qu'il y ait une femme dans le dispositif, car les femmes sont moins surveillées. Il se tourne donc vers son officier traitant français. Bon, il y a votre épouse. Pourquoi pas mon épouse? Voilà, c'est très simple. Hein. Et qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous lui dites il va falloir entrer en contact avec quelqu'un de KGB? Ok. Il n'y avait pas moyen de faire autrement de toute façon. Hein. Quel a été son rôle? Bon, elle allait au marché, elle s'assurait que Vetrov l'avait repéré. Elle allait aux légumes, elle prenait les salades. Vetrov était tout près, elle faisait semblant de se regarder les légumes, les tas. Il mettait le petit paquet dans le machin, on mettait une salade. Simplicité biblique. Ça fait pas très espionnage. Hein? La salade, hein? Ouais. Et c'est pour ça que ça a marché? Je sais pas, on aurait mis des courgettes, ça aurait été pareil. Aujourd'hui encore, 37 ans après, aux États-Unis comme en France, le contenu des microfilms est classé secret défense. Sur ces clichés de quelques millimètres à peine, des plans d'avions, de sous-marins nucléaires, de centrales atomiques. Aux États-Unis, le FBI est chargé du contre-espionnage. David Major est un ancien agent. La première fois que j'ai entendu parler de Farewell, c'est quand un type au quartier général du FBI m'appelle pour me dire « Faut que tu viennes voir, je vais te montrer un dossier ». J'ai ouvert le dossier et j'ai vu des informations de très très grande qualité. Je me suis dit « C'est absolument fantastique ». Parmi ces informations, les noms de plus de 400 agents du KGB opérant aux États-Unis et dans le monde entier sous couverture. Mais aussi la liste de ceux qu'ils ont recrutés, des dizaines de sources et d'agents doubles. Grâce à Farewell, nous avons découvert que le KGB était beaucoup plus efficace que ce qu'on pensait. À ce moment-là, on s'est dit « faut casser le dos du KGB ». Les Américains ne peuvent pas expulser les agents secrets soviétiques. Ils pourraient mettre en danger Farewell. Les Russes chercheraient la source. Alors ils vont organiser la riposte. À la Maison-Blanche, pour traiter les informations de Vladimir Vetrov, Richard Allen crée une petite équipe. Il fait venir un scientifique qu'il connaît depuis 20 ans, en qui il a toute confiance, un dénommé Gus Weiss. Gus Weiss était un des types les plus géniaux et intelligents que je connaisse. Très calme,
solitaire. Il faisait tout seul. C'était un vrai génie. Norman Bailey était le supérieur hiérarchique direct de Gus Weiss. Il était également fou. Ce qui est bien parce que de l'autre côté, on ne sait jamais ce que vous allez faire. Le président Trump est très bon là-dedans. Se faire passer pour un fou, c'est une très bonne tactique de négociation. Dans les années 80, Norman Bailey demande à Gus Weiss de réfléchir à la riposte soviétique. Gus Weiss est venu me voir un jour et il m'a dit, au lieu d'essayer de les empêcher de récupérer des documents, pourquoi on ne les aiderait pas à les obtenir? J'ai dit, Gus, tu es fou, mais à ce point-là, ce n'est pas possible. Il a dit, attendez, laissez-moi terminer. On va leur donner tous les plans, tous les équipements qu'ils veulent, mais on va légèrement les fausser pour qu'ils ne fonctionnent pas. Et les scientifiques russes mettront la faute sur le dos des techniciens qui diront que c'est la faute des fabricants. Tout le monde tiendra tout le monde pour responsable et rien ne marchera. L'idée était, ils nous pillent. Très bien, on va leur vendre la corde pour se faire pendre. Voilà. J'ai dit OK, c'est une idée de génie. Je l'ai approuvé, le président l'a approuvé et un laboratoire a été installé au Pentagone spécialement pour ça. Au Pentagone, une petite équipe d'une demi-douzaine d'ingénieurs est chargée de trouver quelle technologie piéger avant de les livrer à l'URSS. J'ai plein d'exemples d'équipements qui n'ont pas fonctionné. Dans les usines d'armement principalement. Un dispositif d'affûtage, par exemple, pour une pièce d'artillerie ou dans un missile. C'est très important de calibrer cette pièce de manière extrêmement précise. Les Soviétiques n'ont jamais réussi à avoir la cote exacte, donc ils cherchaient des informations à l'Ouest. On leur a donné, sauf qu'une fois, c'était trop gros. Une fois, c'était trop petit, ou encore trop large. C'est pas que ça fonctionnait mal, c'est que ça ne fonctionnait pas du tout. Le plus beau coup de la petite équipe du Pentagone, c'est l'affaire du gazoduc sibérien. L'URSS a d'énormes réserves de gaz qu'elle vend à l'Europe de l'Ouest. Et le voici, ce gazoduc, un ouvrage énorme. 5400 km de tuyaux. 40 milliards de mètres cubes de gaz soviétique doivent s'écouler prochainement dans ces tuyaux, en direction notamment de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Reagan, il voulait absolument pas que l'Union soviétique approvisionne les Européens. Parce qu'il se disait, les Européens vont fournir des devises à une économie soviétique qui est en difficulté avec la guerre en Afghanistan, avec ça. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant qu'ils connaissent, grâce à Farewell, les intentions des Soviétiques, les Américains ne vont plus se contenter de trafiquer des plans. Ils passent à l'attaque. Avec la CIA, l'équipe de Gus Weiss va saboter le gazoduc. Gus Weiss m'a dit, on a trouvé ceux qui fabriquent les équipements utilisés par les Russes pour le gazoduc. C'était une firme canadienne qui leur vendait les pompes. Donc, on a intégré des technologies pirates pour contrôler les pompes à distance. Et on a créé des dysfonctionnements pour faire monter la pression jusqu'à l'explosion. En mars 1983, une explosion sur le pipeline sibérien aurait fait une dizaine de morts. Il faudra plusieurs mois avant que l'affaire ne soit ébruitée dans le New York Times. Je n'étais plus en fonction à ce moment-là, mais je me souviens très bien de ce que je faisais quand j'ai entendu parler de l'explosion. J'étais sur mon vélo d'intérieur. Je me suis arrêté de pédaler et je me suis mis à rigoler. Je savais que derrière cette explosion, il y avait des gens qui avaient fait du très bon travail.
Il a dit quoi, Gus Weiss? Il était fier de ce qu'il avait fait. Il a dit « On a empêché le KGB de financer l'expansion soviétique dans le monde. » Il m'a dit « On a réussi ce programme. » Vladimir Vetrov, alias Farewell, ne saura rien du programme de riposte américain. À Moscou, sa carrière d'agent double va tourner court prématurément. Comme dirait Monart, les meilleures affaires d'espionnage finissent mal, même les plus belles. Le 26 janvier 1982, Vetrov a rendez-vous avec Patrick Ferrand sur la place Rouge. Ce sera la dernière fois. C'est la seule fois où j'ai vu de loin qu'il y avait un problème. J'ai vu en arrivant qu'il puait l'alcool qu'il avait bu. J'ai rien pu lui faire sortir d'autre que c'est foutu, c'est foutu. J'avais une bouteille de gin, j'ai dit allez, viens, bois, ça va te faire oublier, je savais pas ce que c'était. Il vous dit rien, quasiment rien? Non. Il vous dit c'est foutu, c'est foutu. C'est foutu, oui. Et après? Rien. Qu'est-ce qui angoisse Vetrov ce jour-là? Personne ne sait. Il n'est plus là pour le dire. Il ne se présente pas au rendez-vous suivant. Et vous vous dites quoi quand vous le voyez disparaître et qu'il vient? Je rends compte qu'il n'est plus là. À Raymond Nart, à la DST. Oui. Il m'a dit, il y a un problème, il n'est pas venu. J'étais au rendez-vous de rattrapage, personne d'autre, etc. Et puis après, si vous voulez, on a fait passer un coup de fil. Un coup de fil à Svetlana? Oui. À sa femme, à la femme de Vetrov. Il a dit il ne veut plus s'occuper de tout ça. Il ne veut plus ou il ne peut plus, on n'a jamais su. Voilà, et puis on n'a pas insisté. Non, j'avais la tête ailleurs. J'ai répondu simplement qu'il n'était pas là. Elle n'a pas là à la maison. Qu'est-il arrivé à Vladimir Vetrov? Le journaliste Sergueï Kostin a enquêté. Et il s'est rendu compte que Vetrov n'était pas simplement un agent double, il avait aussi une double vie. Une maîtresse, Ludmila. Elle travaillait avec lui à la direction T. Sergueï Kostin est le seul à l'avoir rencontré. Ils étaient sur le point de rompre, Vetrov et Ludmila. Ludmila avait bien compris que Vetrov n'avait pas l'intention de quitter sa femme. Elle ne voulait plus entendre parler de Vetrov. Un soir, après le travail, Vladimir propose à Ludmila de la ramener chez elle. Sur le trajet, il achète une bouteille de champagne. Vetrov s'arrête sur un parking, au bord du périphérique, et lui offre à boire. 2 secondes après, il a pris la bouteille de champagne et il lui a donné un coup très dur à la tempe. La seule explication qu'on pourrait trouver de ce changement très brusque, à mon avis, c'est que Vetrov aurait dit quelque chose qui le grillait devant Ludmila. Et d'un coup, elle avait compris que Vetrov était en fait un traître, une taupe qui travaillait pour une puissance étrangère. Et Vetrov, quand il a lu ça dans les yeux de Ludmila, il avait compris que la seule façon où il pourrait s'en sortir, c'était de la tuer sur place, avant qu'elle ne puisse parler à qui que ce soit. Dans la boîte à gants, Vetrov a une pique en métal. Il la saisit et frappe Ludmila de plusieurs coups. Au moment où il a commencé à la frapper avec sa pique, il y avait quelqu'un qui a frappé à la vitre. C'était un homme. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors Vetrov a ouvert la portière et il a poignardé l'homme avec sa pique. Il s'est effondré, il était par terre et visiblement mort. Ludmila réussit à s'enfuir et alerte la police. Mais selon Sergueï Kostin, elle ne dit rien de ses soupçons. Vetrov est arrêté et incarcéré pour meurtre et tentative de meurtre. À ce stade, c'est une histoire de droit commun.
Mais comme Vetrov est membre du KGB, c'est l'un de ses collègues qui l'interroge. Et il va très vite se poser des questions. Il m'a dit que dès le premier interrogatoire, il a eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Vetrov participait trop activement à l'enquête. Il voulait la faire avancer. Normalement, les mises en cause ne se comportent jamais comme ça. Maintenant, le KGB ne va plus le lâcher. Pour le meurtre, Vetrov est condamné à 15 ans de prison. Mais le KGB veut découvrir ce qu'il cache. Il l'éloigne de Moscou et l'envoie dans un goulag en Sibérie. Ils l'ont mis sous contrôle et ils ont surveillé ses communications à l'extérieur. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en juin 1983, au bout de 2-3 mois, on avait des informations. On savait qu'il collaborait avec le renseignement français. En avril 1983, à Paris, se produit un événement qui fait peut-être basculer le sort de Vetrov. Quel choc! Un coup de balai diplomatique comme celui-là, on n'avait jamais vu ça en France. 47 soviétiques ont été raccompagnés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et expulsés. Parmi les 47 expulsés, certains agents du KGB dont Vetrov avait donné les noms à la DST. À 8000 km de là, au Goulag, l'information parvient jusqu'à lui. Quand il a appris ça, Vetrov a prononcé cette phrase. « Les idiots, ils m'ont grillé !» Et un agent du camp a transmis cette information, bien évidemment, à son supérieur. Ça, c'est des informations, ça, les cons, ils m'ont grillé. La France a-t-elle commis une faute en expulsant 47 soviétiques alors même que Vetrov était encore vivant? Raymond Nartejaki-Debain affirme que non. On l'a grillé, non. Et puis il y a encore d'autres éléments, mais que les soviétiques ne vont pas vous dire, ou M. Prelin ne va pas vous dire. C'est que quand même, les Américains, ils étaient pénétrés. Ah, moi, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, il y a une taupe qui n'a jamais été découverte. Et cette taupe a balancé des A balancé Vetrov, bien sûr. Quelqu'un a forcément parlé. A parlé ou a vendu un secret, peu importe. En tout cas, c'était quelqu'un de bien informé. C'est comme ça que c'est arrivé. Vous savez qui? Je n'en ai aucune idée. Vetrov a-t-il été balancé? Par qui? On ne le saura peut-être jamais. Le 1er janvier 1984, il envoie une dernière carte de vœux à Svetlana et à son fils Vladik. Je vous souhaite une bonne santé, du succès au travail et que l'année 1984 nous apporte à tous un tout petit peu de bonheur. En 1985, Svetlana est convoquée à Moscou dans les bureaux du parquet militaire général. C'était une petite pièce, étroite, comme ça. Une table avec 2 personnes assises. Ils m'ont lu un document qui disait « En vertu du jugement, Vladimir Vetrov a été fusillé. » Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le parquet militaire a remis à Svetlana l'acte de décès de Vladimir Vetrov. Il est daté du 23 janvier 1985. À la rubrique « Cause de la mort », ce simple trait. Pour vous, aujourd'hui, c'est un héros ou un traître? C'est très difficile comme question. C'est difficile. Moi, j'ai eu après des types du KGB qui m'ont raconté que Vetrov avait été apprécié. Son geste, on dit, sacré mec.
Ah, c'était pas un traître pour eux? Si, mais un traître pour être un sacré mec. Hein. Des sacrés mecs dans cette affaire, il y en a eu deux. Vetrov, en Union soviétique, et de l'autre côté de l'Atlantique, Gus Weiss. Son programme de sabotage a fonctionné au-delà de ses espérances. Les soviétiques ont compris que les technologies volées à l'Ouest n'étaient plus fiables. Les Russes n'avaient plus confiance dans les technologies qu'ils nous volaient. Ils ont dû commencer à tout faire eux-mêmes. Un énorme retard à rattraper. Ça a été très coûteux. C'est un aspect majeur de la chute du bloc soviétique. On ne comprendra l'affaire Farwell qu'en fonction de ses conséquences, c'est-à-dire la fin du KGB. On a tapé au centre, hein, au cœur du KGB, et par vagues concentriques, si vous voulez, tout le système s'est délité. Le 22 août 1991, à Moscou, des milliers de personnes scandent à bas le KGB. Elles se sont rassemblées devant le siège, la Loubianka, pour assister au déboulonnage de la statue de Félix Dzerzhinsky, fondateur de la Tchéka, ancêtre du KGB. La chute d'un symbole. 6 mois plus tard, l'Union des républiques socialistes soviétiques est dissoute officiellement. Et il y a cette grande idée qui commence à être partagée qu'on ne peut plus parler de l'histoire contemporaine sans parler des services de renseignement. Les services de renseignement ne changent pas l'aspect des choses, ne changent pas l'histoire, mais ils y contribuent. Est-ce que vous avez contribué avec Farwell à changer l'histoire? Moi, je crois que oui. Il a contribué, oui. Aujourd'hui encore, dans les écoles de renseignement du monde entier, l'affaire Farwell est enseignée. Mais le héros discret de la guerre froide n'a pas été honoré à sa juste mesure. Dans sa datcha près de Moscou, Svetlana nous a confié qu'elle aimerait bien qu'un jour, la France décore Vladimir Vetrov à titre posthume.